Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Bienvenue dans cette plongée. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant et qui nous touche vraiment tous. Les biais cognitifs. Ces fameux raccourcis mentaux, super utiles au quotidien, mais qui peuvent aussi nous jouer des tours. Surtout dans des domaines comme la santé, où l'objectivité est quand même clé. En effet. Et aujourd'hui, on va regarder ça de plus près, spécifiquement leur impact en ostéopathie. On s'appuie pour ça sur une analyse là qui décortique bien comment ces distorsions de pensée peuvent influencer la pratique, mais aussi la recherche. D'accord. Et le défi, il est particulier en ostéo parce que c'est une discipline qui valorise beaucoup le ressenti, la palpation, des éléments qui sont par nature subjectifs, quoi. Oui, c'est ça. Notre mission, donc, si je résume, c'est d'identifier un peu les biais les plus courants qui guettent les ostéos. Et surtout, voir comment on peut les atténuer. Exactement. C'est crucial parce que cette subjectivité dont tu parles, couplée parfois à certaines théories historiques qui sont, on va dire, difficiles à tester objectivement. Oui, ce qu'on appelle infalsifiable. Voilà, infalsifiable, ça peut créer un terrain propice aux biais, j'imagine. Si une théorie ne peut pas être prouvée fausse, comment on évite de voir que ce qui la confirme? C'est exactement ça le problème. Ça ouvre la porte à ce qu'on appelle l'illusion d'efficacité. C'est-à-dire qu'une amélioration va être attribuée uniquement au traitement, sans forcément bien peser la part de la récupération naturelle ou même de l'effet placebo. D'ailleurs, il y a une étude française qui suggère que les ostéopathes, ils se sentent concernés en moyenne par près de 9 biais différents. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Ok, bon dédalons ça alors. Commençons par un grand classique, le biais de confirmation. En gros, on cherche ce qui valide nos croyances, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est cette tendance presque inconsciente à chercher, à interpréter et même à se souvenir des informations qui confirment nos hypothèses de départ. D'accord. En ostéopathie, ça peut mener à une sorte de vision en tunnel. Par exemple, si on suspecte un lien viscéral pour une douleur d'épaule, on va peut-être poser des questions très très ciblées sur la digestion et interpréter une réponse, même si elle est un peu vague, comme une confirmation claire, en ignorant d'autres pistes possibles. Les sources qu'on a consultées suggèrent que ce biais, il peut être plus marqué chez des praticiens qui ont été formés de manière intensive à des modèles théoriques bien spécifiques. Ils filtrent sans s'en rendre compte le retour du patient pour que ça colle au modèle. Intéressant. Et si on a tendance comme ça à confirmer ce qu'on croit déjà, ça doit rendre hyper difficile de lâcher notre première idée, non? Ça nous amène au biais d'ancrage. Exactement, ça y est lié. La première information qu'on reçoit, ça peut être une impression à la palpation, un diagnostic initial, ça devient une encre mentale. Et après, on a du mal à s'en détacher, même si on a de nouvelles infos qui contredisent. La palpation elle-même, d'ailleurs, par sa subtilité, la difficulté à quantifier objectivement ce qu'on sent. Oui, c'est pas mesurable facilement. Voilà. Ça peut rendre cette première impression particulièrement forte et donc difficile à réévaluer. Certains praticiens vont même jusqu'à rejeter des mesures objectives en disant que les outils sont pas assez fins, par exemple. Ils s'ancrent vraiment dans le ressenti initial. Ah oui, je vois le truc. Et un autre exemple, le biais de disponibilité. Celui où ce qui nous vient facilement à l'esprit prend plus de poids que le reste. Précisément. On juge la fréquence ou l'importance d'un événement par la facilité avec laquelle un exemple nous vient en mémoire. Ok. Par exemple, un ostéo qui a traité récemment un cas spectaculaire mais en fait très rare pourrait inconsciemment surestimer la probabilité de retrouver ce même cas chez d'autres patients. D'accord. Ou alors, autre exemple, on pourrait avoir tendance à utiliser une technique qu'on vient juste d'apprendre en formation parce qu'elle est très disponible dans notre esprit. Ah oui, on est content de l'avoir apprise. Voilà. Même si une autre technique, peut-être plus ancienne ou moins fraîche, serait en fait plus adaptée à ce patient-là. Je vois tout à fait comment ça peut jouer. Ça, après une formation sur une nouvelle approche, on a envie de la tester partout. Bon, alors, savoir tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Juste être conscient que ça existe, ça suffit pas, j'imagine. C'est la première étape, elle est cruciale, mais non, ça ne suffit pas. Le débiaisage, comme on dit, ça demande un effort actif et continu. Il faut d'abord cultiver la pensée critique. Une technique assez simple. Pour chaque hypothèse qu'on pose, se forcer à formuler activement au moins une ou deux hypothèses alternatives crédibles. Se demander, ok, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Chercher activement ce qui contredit nos idées. C'est vraiment essentiel.
Se challenger soi-même, quoi. C'est ça. Ensuite, intégrer des tests objectifs, quand c'est pertinent bien sûr, et adopter une pratique fondée sur les preuves, la fameuse PFP ou EBP en anglais. Oui. C'est-à-dire intégrer consciemment les meilleures données scientifiques disponibles, l'expertise clinique du praticien, elle compte toujours, et aussi les préférences et les valeurs du patient. Tout ça ensemble. D'accord. Bien sûr, il faut garder un œil critique sur la fiabilité des tests mêmes. Certains tests ostéopathiques traditionnels, leur fiabilité est quand même questionnée par la recherche. Faut être lucide là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse, là? À trop vouloir être objectif avec des tests et tout, est-ce qu'on risque pas de perdre justement cette finesse de palpation, ce ressenti qui fait aussi la spécificité de l'ostéopathie? C'est une excellente question et ça touche vraiment au cœur du défi. Le but, c'est pas d'opposer les deux, mais plutôt de les articuler intelligemment. Et une autre clé pour ça, c'est la collaboration. Ah oui. Oui, discuter des cas complexes avec des confrères, des consoeurs, ça apporte un regard neuf, ça aide à identifier nos propres angles morts. J'ai souvenir d'un cas partagé où un confrère était tellement ancré sur son diagnostic palpatoire initial qu'il minimisait des signes qui pointaient clairement ailleurs. C'est la discussion en groupe qui a permis de réorienter la prise en charge à temps. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, ces biais, ils sont humains, on les a tous. Mais la nature même de l'ostéopathie, avec sa forte part de subjectivité, d'intuition, ça demande une vigilance encore plus grande. Exactement. L'intuition, le ressenti, ça a sa place, mais ça doit être constamment questionné et confronté à des éléments plus objectifs quand c'est possible. Précisément. L'objectif, c'est pas de chercher une impossible élimination des biais. On est humain, on en aura toujours. C'est plutôt de les reconnaître et de mettre en œuvre activement des stratégies conscientes pour en limiter l'impact. C'est un vrai travail d'humilité intellectuelle, en fait. Ça passe par l'autoréflexion constante, la recherche de validation, l'ouverture à la critique, aux perspectives différentes. C'est fondamental à la fois pour la sécurité des patients et aussi pour renforcer la crédibilité et la rigueur scientifique de la profession ostéopathique. Et tout ça, ça nous laisse avec une réflexion pour la suite. Une question un peu ouverte, non? Tout à fait. Si une part importante de l'identité ostéopathique repose sur cette expérience clinique subjective, sur ce fameux ressenti qui est difficilement objectivable, comment la discipline peut-elle naviguer? Comment peut-elle faire le pont entre la préservation de son héritage, de son approche unique, et l'intégration nécessaire des exigences de la science moderne? Comment concilier ces deux mondes sans perdre son âme finalement? C'est sans doute la question centrale pour l'avenir de l'ostéopathie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.